Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire d'aujourd'hui dont le thème est rebondir à l'international en adaptant sa stratégie de croissance. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis François Lamotte, directeur général France d'Altios, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour traiter ce thème avec nous Frédéric Adam, qui est directeur du commerce international au sein de LCL. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà. Ta caméra marche, c'est parfait. Gaël Sabag aussi, qui est le directeur associé d'Altios Stratégie, présent aujourd'hui également. Bonjour à tous. Et puis Eric Souron, on aura le privilège d'avoir le témoignage de la société Piriou. Eric Souron est DAF adjoint de cette société de la construction navale, la réparation et les services. Bonjour Eric. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà. Donc nous sommes ensemble pendant 1 heure environ et vous avez la possibilité d'interagir en posant vos questions. Vous avez la fonction de chat qui est associée à ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. On aura 5 minutes à la fin, 5 à 10 minutes pour y répondre dans la mesure du possible. Alors on va démarrer aujourd'hui avec Frédéric qui va nous faire une petite introduction sur LCL et les solutions de financement internationaux. Oui, merci François. Rapidement, c'est vrai que quand on parle d'accompagnement international, alors on va de toute façon passer donc tout de suite au slide suivant. Voilà, et je vais être assez bref, mais pour vous dire des choses qui vous semblent évidentes, mais que je répète à chaque fois. Pour accompagner évidemment nos clients à leur trouver des solutions internationales, il nous faut à la fois évidemment les hommes, un réseau et une offre. Donc, si on parle de réseau et d'hommes, si donc on veut bien donc voilà passer au slide suivant, vous pourrez avoir donc visualisé la présence du groupe Crédit Agricole sur lequel nous évidemment on s'appuie LCL pour voilà trouver des solutions à l'international. Voilà la fameuse carte et donc près d'une 50aine de pays qui sont donc en image grisée sur donc les 5 continents et évidemment les pays qui représentent l'essentiel du PIB mondial. Et quand on parle donc de réseau, derrière évidemment, c'est pour pouvoir déployer des solutions et des offres. Et donc, sur le slide suivant, c'est à la fois évidemment des solutions que LCL a en propre, mais c'est aussi et surtout parce qu'on a besoin de cela chez LCL, de travailler avec des partenaires et à commencer par Altios, qui est donc notre partenaire sur ce webinaire, mais aussi avec nos clients, pour justement trouver des solutions notamment non bancaires, que ce soit de prospection, d'implantation ou de mission à l'accompagnement de la stratégie de nos clients. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction et je repasse la parole à François. Merci Frédéric. En effet, on va aborder aujourd'hui avec Gaël ce chapitre de la croissance internationale en adaptant sa roadmap à la crise. Et on va passer à la slide suivante. Et on se disait en préparant ce webinaire qu'en fait, on choisissait la posture un peu chinoise par rapport à la crise qui nous occupe aujourd'hui. Vous savez que la définition chinoise de la crise aujourd'hui, en chinois, ça se dit Wei Ji, Wei pour danger, Ji pour opportunité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le danger, il est toujours présent, on le voit bien, difficulté de prévoir à plus de 15 jours avec des reconfinements ponctuels dans le monde, des ouvertures de frontières qui se font et qui se défont. Donc, il faut rester prudent, évidemment, et ça entrave potentiellement, évidemment, la reprise internationale, mais on commence à entrevoir des vraies opportunités qui se dégagent de cette crise. Et on a essayé aujourd'hui de tracer une route pour les dirigeants qui nous écoutent. Et vous réfléchissez en ce moment à des stratégies de sortie de crise, à des stratégies de rebond, et peut-être rappeler 2 vérités, ou en tout cas 2 opportunités. La première, qui est intéressante, c'est que, et c'est un chiffre qui le montre, c'est que l'international est un véritable levier de croissance pour les ETI et les PME. Le chiffre est clair, on a à peu près 140 000 entreprises qui exportent, qui sont tournées vers l'international en France. Et si on regarde un petit peu par type d'entreprise, il y a un tiers, 35% des PME qui ont de l'activité internationale. Ce chiffre passe à 65% quand on est sur une ETI, une activité internationale avec un chiffre d'affaires moyen de 52 millions pour les ETI, et on monte à 89% pour les grandes entreprises sur l'international. Donc on est bien sur une trajectoire où l'international devient un levier de croissance tout court et un levier de transformation. La deuxième opportunité qu'on a relevée avec Gaël, c'est qu'en fait, et on est sur un monde que vous connaissez, que les anglo-saxons ont théorisé sous le vocable VUCA,
volatilité, uncertainty, complexity, agility. Donc, c'était introduit dans la fin des années 80 par l'US Army College, qui a théorisé la guerre froide à travers ce monde VUCA. Et ce monde VUCA, donc cette mondialisation qui est conjuguée avec l'accélération de la technologie, de la digitalisation, qui a entraîné de la volatilité des marchés, des comportements des consommateurs, qui a produit encore plus d'incertitudes. En fait, ce monde VUCA a été accéléré par cette crise. Mais les tendances de fond qui le traversaient préexistaient à cette crise. Et on a relevé, selon nous, 4 tendances, 4 mutations structurelles importantes qui préexistaient et qui deviennent aujourd'hui, pour les entreprises, des leviers de stratégie gagnante à l'international. Alors, ces leviers, ils sont au nombre de 4. C'est ce qu'on a appelé notre boussole stratégique et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de théoriser pour avancer ces 4 leviers que je vais présenter avec elle. Le premier levier, qui est en haut là, c'est la raison d'être. Et aujourd'hui, vous avez entendu parler évidemment de la raison d'être. D'abord au niveau français, avec la loi Pacte qui a mis dans les entreprises à mission dans les statuts des entreprises, mais c'est un phénomène aussi très international, cette raison d'être, avec le phénomène de B Corp qui est aujourd'hui un label international, Business Corporation, qui allie business et responsabilité sociétale et environnementale. B Corp, c'est 4800 entreprises dans 60 pays et 150 secteurs d'activité. Donc, on est sur un phénomène majeur. Et Gaël, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, en quoi les entreprises qui ont mené ce travail de raison d'être sont mieux armées aujourd'hui que les autres à l'international pour rebondir sur cette crise? Alors déjà, ce que l'on voit, c'est que cette crise, elle a chamboulé aussi les mentalités, elle a chamboulé les préoccupations des consommateurs. Quand on croisait la dernière fois avec notre équipe en Chine, elle nous disait véritablement aujourd'hui, quand on veut consommer, on parlait de cosmétiques et notamment de cosmétiques produits naturels. Et elle me disait, mais on a vraiment le souhait que les produits qui sont achetés soient des produits qui sont bénéfiques pour la santé, qui ont véritablement une empreinte environnementale forte. Et aujourd'hui, cette raison d'être, elle est en effet importante parce qu'elle va vraiment muscler la différenciation de l'entreprise. Une entreprise qui a une vision forte, qui va avoir une unicité dans sa mission, qui va montrer aussi qu'elle contribue de manière responsable, environnementale, sociétale à un projet beaucoup plus global, qu'elle est avant-gardiste, qu'elle écoute les consommateurs, qu'elle s'y adapte, qu'elle est vraiment orientée consommateur, on va avoir vraiment des ingrédients pour réussir dans ce parcours stratégique. C'est là où aujourd'hui, cette crise a chamboulé les réflexes des consommateurs, les réflexes de certains marchés, et on le voit en discutant avec un certain nombre de dirigeants. Il y a une accélération du phénomène, des business models RSE. Il y a des marchés qui sont véritablement aujourd'hui en train de pousser comme étant des marchés fortement impactants sur le développement durable. On voit même que maintenant des clusters le rentrent dans leur ligne stratégique. Et c'est vraiment important de se poser la question de comment demain j'engage une stratégie avec une raison d'être forte, comment elle se traduit en termes de marché que je vais explorer, quelle innovation je mets en place qui vient aussi accompagner cette raison d'être et cette mission de société, comment cette mission-là, je la traduis localement dans les marchés, comment mon offre le vit, cette raison d'être, comment mes partenaires y répondent. Moi, j'ai invité aussi un certain nombre de dirigeants à mettre en place des sortes de stress tests pendant cette crise pour voir aujourd'hui dans les partenaires stratégiques lesquels étaient éminemment stratégiques. Et certains des dirigeants avec lesquels on a échangé nous ont dit tel distributeur, il est stratégique. Et s'il le faut, je me prépare à monter au capital parce que c'est important, parce que j'ai vraiment cette mission d'être un acteur engagé sur le pays. Si je perds mon distributeur, je perds ce marché, je perds mon positionnement stratégique. C'est là où aujourd'hui, ce why et cette raison d'être peut être vraiment un élément moteur de valorisation de votre parcours stratégique. Et on le voit, et d'ailleurs peut-être que Eric Souron pourra nous en dire quelques mots sur son entreprise, mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a des sociétés qui finalement ont été un peu forcées à développer un why impactant, une raison d'être impactante ou une empreinte RSE impactante, tout simplement parce que les gros donneurs d'ordre avec lesquels elles travaillaient, c'est notamment le cas dans le domaine industriel, les ont tirés, leur ont dit si tu ne me suis pas sur une raison d'être impactante, potentiellement demain tu ne seras pas mon partenaire. Et B Corp, c'est toute la philosophie aussi, c'est vraiment que demain les partenaires, les fournisseurs, les clients, l'écosystème de l'entreprise soient aussi engagés dans cette logique responsable.
Merci Gaël. Je renvoie d'ailleurs sur cette thématique de la raison d'être à la lecture du livre de Simon Sinek, Start with Why, qui développe exactement et de façon très complète cette thématique. Le deuxième levier important, évidemment, on en a parlé, c'est le local. Alors le local, on en a beaucoup parlé par les relocalisations, mais là aujourd'hui, on voudrait aborder plutôt la stratégie du local first, qui est aujourd'hui très importante. Il y a un chiffre qui est intéressant, qui est une étude qui a été publiée, je crois, par la TFE, qui dit qu'aujourd'hui, 55% des PME ETI avaient poursuivi leurs activités à l'international malgré la crise. Et justement, ces entreprises qui avaient poursuivi étaient des entreprises qui avaient déjà une présence locale établie. Alors aujourd'hui, une stratégie de croissance internationale, est-ce qu'elle passe nécessairement par un ancrage local et comment peut-on faire pour avoir un ancrage local rapide et efficace, Gaël? Alors, ce qui est vraiment important, tu l'as dit en préambule, cette crise, ce contexte incertain, a amené aussi une évolution des positionnements stratégiques. Vous avez pu avancer vis-à-vis de vos compétiteurs et certains compétiteurs peuvent devenir agressifs. C'est important de voir aujourd'hui ce que vous souhaitez faire dans les marchés. Et c'est pareil, je laisserai peut-être Eric me dire quelques mots sur la stratégie, peut-être des partenaires de votre entreprise, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sociétés qui ont été à un moment donné amenées à agir localement parce que leur donneur d'ordre s'implantait en Inde, aux États-Unis, au Brésil, en Chine. Et ça, c'est notamment le monde de l'industrie, l'agroalimentaire, où finalement on était tiré par notre donneur d'ordre à aller localement. Certains marchés aujourd'hui sont fermés, vraiment très protectionnistes. C'est le cas aujourd'hui de la défense, c'est le cas de certaines industries de précision. Et aujourd'hui, ce que l'on voit pour accompagner, par exemple, pour ce moment, des sociétés qui sont engagées dans des démarches d'acquisition, pourquoi elles font une acquisition? Parce que typiquement, on est dans le domaine de la santé, parce qu'elles vivent le Brésil ou l'Allemagne et qu'elles savent que ça va être la clé supplémentaire pour pouvoir entrer localement, parce que le marché est fermé. Quand on entre dans le domaine du service, on est local pour la simple et bonne raison, en fait, qu'on attend d'une certaine manière que son assureur ou sa banque soit de proximité. Frédéric, il est disponible en cas de besoin. Il est ancré localement. C'est pas quelqu'un qui est immatérialisé et qui est présent à Hong Kong et qui pourrait vous écouter une fois par mois. L'ancrage d'LCL, il est local. Ça montre bien qu'on est dans un service de proximité et qu'on attend de son banquier une réponse rapide. Donc, quand on attend du service une réponse rapide, quand on attend du service une personnalisation de l'expérience client, on attend finalement du service aussi qui soit local. Quand on voit certains choix stratégiques aussi d'entreprise, on a accompagné un certain nombre de groupes industriels, on regardait quel était le potentiel du marché et on regardait en termes de chaîne de valeur si ça avait une cohérence de rentrer dans des logiques d'exportation. Quand on est dans le domaine du sirop, de l'alcool, on regarde le nombre de cols qu'on va pouvoir distribuer sur le pays et on voit si oui ou non ça a un intérêt à faire partir dans le domaine du sirop. Est-ce qu'on fait partir de l'eau à l'autre bout du monde ou est-ce qu'à un moment donné on monte un site industriel en local? C'est important aussi de se mettre en pied d'égalité par rapport à ses concurrents. Maintenant, les sujets, ça va être effectivement où sont mes marchés prioritaires sur lesquels il va y être important d'être local. Comment je vais piloter ce développement local, comment je vais sécuriser ce développement local. Il y a une palette de solutions qui vous permettent demain d'envisager du local sans forcément rentrer dans des logiques de partenariat industriel, d'acquisition. Demain, un ancrage local. Par exemple, on a travaillé pour une entreprise qui est dans le domaine des radars pédagogiques, elle travaille sur les radars. Et bien derrière, elle a un lien éminemment important avec tous les services de police et les municipalités, mais elle a une équipe en France qui est complètement bilingue. Elle a embauché des multinationaux qui gèrent en fait ce développement international et qui apportent un vrai bilinguisme, un vrai interculturel à sa démarche. Donc c'est important aujourd'hui dans ce contexte-là aussi où le contexte confinement, le contexte Covid nous amène à voir comment on va continuer à gérer ces marchés où les clés de réussite, c'est d'être présent localement sous des formes à définir. Donc c'est vraiment important aussi de ne pas se dire qu'on part à l'autre bout du monde et qu'on va délocaliser ou qu'on va quitter un marché domestique. Fabriquer en Inde pour des Indiens, fabriquer en Chine pour des Chinois, fabriquer aux États-Unis pour des Américains, c'est normal. Quand l'Occitane s'installe au Brésil, il n'embarque pas l'Occitane en Provence au Brésil, il embarque l'Occitane au Brésil. Il propose au Brésil des produits brésiliens sourcés notamment en Amazonie. C'est important aussi dans la promesse au consommateur de pouvoir avoir ces ingrédients de réussite. C'est très clair. On a un ancrage physique et un ancrage culturel à la fois, et le local, c'est les deux à la fois. Le troisième levier qu'on a recensé ensemble, c'est évidemment, il est lié aussi au local et il permet au local d'aller encore plus vite
et de façon encore plus économique, c'est le digital. On parlait de digitalisation évidemment bien avant la crise, mais la crise Covid a accéléré ce phénomène. Je donnerai juste un seul chiffre qui varie selon les pays, mais l'observation mondiale montre que le e-commerce au niveau international, selon les pays, a cru de 25 à 80% selon les zones. Et aujourd'hui, ce phénomène fait que le digital peut-être a gagné 10 ans d'après les prévisions par rapport à avant la crise Covid. On vient de voir que la foire de Canton qui vient de se terminer a pivoté complètement sur un modèle totalement digital avec 26 000 exposants et une intelligence artificielle pour faire de la démonstration produit en 3D, en réalité virtuelle, et de faire des stands à distance pour pouvoir tenir quand même ce salon important. Donc aujourd'hui, ça gagne le B2B, ça gagne le B2C évidemment. Comment aujourd'hui le digital, on peut l'intégrer dans une stratégie internationale de façon rapide et agile? C'est un peu la question qu'on se pose pour celles qui n'y sont pas encore totalement parvenues. Alors déjà, dans ce moment de confinement, on a travaillé à la réponse de certaines organisations, de certains dirigeants, sur comment demain on va développer un export distanciel. Vous l'avez dit tous les deux en préambule, toi et Frédéric, tout ça va nous amener des sortes de va-et-vient et on va évoluer dans ce moment où certains marchés vont rester fermés, vont s'ouvrir, vont partir. On a parlé de la Chine, quelques semaines après, une partie du sud de Shanghai, de Pékin était à nouveau confinée. Donc on va vivre avec ça, on va vivre dans ce monde Covid et c'est important aussi qu'on puisse développer une gestion de ce développement export qui soit une gestion distancielle. Dans cette gestion distancielle, chacun d'entre nous a vu la puissance de l'outil digital. Le digital qui était plutôt lié sur du côté communication, marketing et effectivement vente, il a pris une vitesse grand V. Je discutais ce matin avec une entreprise dans le domaine des biens de consommation. On va recruter en fait un business développeur international digital parce que l'ADN de son responsable export actuel n'est pas demain de travailler sur des salons digitaux, n'est pas demain de travailler sur de l'animation de réseaux sociaux ou d'influenceurs, n'est pas dans l'optique de faire un livre blanc et de coordonner avec ses équipes de R&D la mise en place d'un livre blanc. Donc c'est vraiment l'installation d'un axe fort qui s'intègre complètement maintenant dans les business models de l'entreprise et évidemment est forcé avec cet export distanciel, mais ça va être comment on prospecte demain. Est-ce que mes équipes actuelles, elles peuvent prospecter? Comment je vais prospecter? Ce que disait François, c'est qu'on voit très vite qu'un certain nombre d'organisations de salons ont pivoté, sont parties en digital. D'ailleurs, certains événements aussi du commerce extérieur sont aussi partis en digital ces dernières semaines. Donc c'est comment demain on va prospecter en digital, comment on va manager ces équipes et demain comment je vais manager mes partenaires. Et c'est là où on a vu la puissance d'outils comme Teams, comme Zoom, des outils de gestion aussi collaboratifs. Il y a un certain nombre de réunions de co-construction qui sont menées avec vos équipes, avec des logiciels type Trello ou autres. Donc on le voit bien maintenant, le digital s'installe complètement dans votre stratégie de développement. On voit que c'est l'essor du e-commerce et du coup c'est aussi le challenge de trouver des solutions de gestion de sa supply chain, de gestion de sa supply chain en temps réel. Et il y a un certain nombre aussi d'outils maintenant de supply qui sont en train d'arriver et qui s'intègrent dans les business models des entreprises. Moi, je rencontrais hier après-midi une entreprise qui travaille en fait sur un logiciel d'impact social et environnemental. Et elle me disait, au début, je travaillais plutôt avec des ONG, des fondations, et maintenant, je suis vraiment en train de travailler avec des entreprises, ce qui rejoint complètement ce qu'on disait sur la raison d'être, que les sociétés aussi sont vraiment en train de fortement travailler. Et deux, elle disait, mais les sociétés, elles ont besoin tout de suite d'un outil de mesure de leur impact en temps réel pour s'ajuster, pour se valoriser et pour revoir la trajectoire. Et c'est vrai que le digital est arrivé sur des sujets où on ne l'attendait pas forcément. On a vu certains de nos clients qui, par exemple, dans des problématiques de qualité, de contrôle de conformité, tout est passé en webcam, ça a marché pendant la crise. Pourquoi ne pas le garder? Quand on voit demain que des gros acteurs comme Google ou autres sont en train de dire on repense l'ensemble de nos grandes messes en physique et on va tout passer en digital jusqu'à fin 2021. On parlait avec François avec une ETI qui économisait mensuellement 200 000 € par mois de frais de déplacement. Donc c'est là où quand on est efficace mais qu'on arrive à être efficace de manière distancielle, on commence à effectivement beaucoup plus utiliser l'outil digital
Et l'outil digital s'installe complètement dans son business model, dans sa chaîne de valeur. Et là où il est arrivé à la base plutôt sur le marketing, la communication et les commerciales, bah finalement, il s'installe sur l'ensemble. Il s'installe sur le management, sur le supply, sur la qualité, voilà, sur le management des équipes, des partenaires, et c'est là où en fait on en fait un vrai outil qui permet finalement d'aller plus vite. Et dans ce contexte de VUCA, c'est preuve à l'agilité et le digital est un formidable outil d'agilité aujourd'hui pour les dirigeants. Merci Gaël. Donc raison d'être, local first, digitalisation. On reviendra dans quelques minutes avec Frédéric sur l'ingénierie et le financement, puisque ça fait partie évidemment intégrante de la stratégie internationale. Vous l'intégrez très vite dans le business plan en amont. Et je vais laisser la parole à Éric Souron et Frédéric pour l'intervention du retour d'expérience de Piriou. Oui, merci François. Je laisse aussi se connecter voilà, Monsieur Souron. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, en fait, pour démarrer notre intervention, je pense que vous pouvez peut-être voilà, nous présenter brièvement le groupe Piriou, notamment voilà, les principaux éléments de sa stratégie internationale et ses chiffres clés, évidemment avant que la crise sanitaire se manifeste, et puis on en parlera évidemment après. Voilà, je vous laisse déjà la parole d'introduction, Monsieur Souron. Oui, merci Frédéric. Bah, écoutez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, effectivement, Piriou, c'est un groupe français, une ETI créée en 1965, hein, donc à plus de 50 ans, dont le siège est situé à Concarneau en Bretagne. On est spécialisé dans la construction, la réparation et l'ingénierie navale et nous construisons des navires jusqu'à 120 mètres. Nous sommes implantés en Europe, plus précisément en France et en Bretagne avec Concarneau, Brest, Lorient, en Afrique, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Maroc et en Algérie, en océan Indien, la Réunion, et en Asie, au Vietnam. Voilà, on est arrivé à près de 480 bateaux construits et livrés partout dans le monde. On propose à la fois des solutions personnalisées en imaginant avec le client du sur-mesure qui puisse répondre à ses besoins ou en nous appuyant éventuellement également sur une gamme complète de navires qui peut répondre aux besoins de nos armateurs, qu'ils soient français, internationaux, privés, publics, civils ou militaires. Pour accompagner ces clients durant la durée de vie de leur navire, nous proposons également une gamme de services autour de la maintenance qui va de la simple intervention technique ponctuelle jusqu'à la gestion du cycle de vie complet du navire. Donc on parle de maintenance, de réparation, mais aussi de maintien en conditions opérationnelles ou de refonte. Donc quelques chiffres, aujourd'hui le groupe Piriou c'est 150 millions de chiffre d'affaires, c'est environ 900 collaborateurs dont près de la moitié en France, dont près de la moitié à l'étranger. Donc on atteindra bientôt les 500 navires. Nos navires, globalement, c'est l'activité navire de pêche, hein, ça peut être des chalutiers, des tonniers, des palangriers. On fait des navires de service dans le remorquage, dans l'offshore pétrolier, l'éolien. On fait des navires spéciaux, qu'ils soient de service public ou des navires marchands, type sablier, navires de transport tels que des barges. Et puis enfin, des navires de défense, hein, qui prennent une part importante dans notre activité aujourd'hui, à travers des patrouilleurs, des navires de soutien, des navires multimissions, voire des navires hydrographiques. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que Piriou bénéficie d'un bon positionnement sur nos segments. Côté construction, associé à Naval Group, on en parlera tout à l'heure, nous sommes le leader du marché AEM en France. AEM, c'est Action de l'État en mer, hein, dans notre jargon, relayé par des ventes, des premières ventes à l'export, au Maroc, en Argentine, au Belgique. On en parlera également peut-être un peu plus tard. On est un acteur historique de la pêche avec une expertise qui est reconnue notamment sur les tonniers. On est un fournisseur privilégié également du leader français du remorquage. Ça, c'est côté industrie. Côté service, on bénéficie d'une bonne notoriété en France puisque on a de gros marchés de maintenance et de réparation au service de la marine. Et puis au Nigeria pour tout ce qui est industrie oil and gas. Donc voilà, globalement, les grands chiffres clés, ce qu'est Piriou aujourd'hui. Voilà. Merci, M. Souron. On prend le slide suivant, peut-être, juste. Voilà. Qui retrace l'histoire, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui a une histoire. Oui, c'est pas facile, de résumer 50 ans, un peu plus de 50 ans d'histoire. Alors bon, j'ai essayé de vous mettre les dates clés, et puis ce qui est important dans ce slide, en fait, c'est mettre en avant que depuis 1997, le groupe il n'a cessé de se développer à l'international, hein, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, avec un centre névralgique en France, c'est vrai qu'il s'agit de construction, de réparation et d'ingénierie, mais aussi une grosse présence en Afrique, avec en réparation tête de pont le Nigeria,
et en Asie en construction, qui permet ainsi au groupe de profiter de la compétitivité du Vietnam. Donc voilà. Et puis plus récemment, avant de passer au volet stratégie, des implantations récentes, particulièrement en Afrique, sont venues confirmer notre stratégie de croissance à l'international, dont je vais vous parler maintenant, je pense. Sauf si vous avez des questions sur l'histoire, mais je pense que c'est… Oui, tout à fait. Je voulais déjà, la première question, évidemment, derrière cette présentation, c'était de vous demander à très court terme ce que la crise sanitaire a signifié en termes d'impact et d'inflexion sur la stratégie de Pierre-Loup. Et puis après, on parlera évidemment des sujets plus à moyen terme. Mais c'est vrai qu'à court terme, comment vous avez vécu cette crise sanitaire? Quelles sont peut-être quelles sont les premières décisions que vous avez dû prendre, que ce soit industrielles, mais également peut-être de nature stratégique? Oui, juste pour vous rappeler, donc notre plan stratégique, en fait, il s'articule autour, avant le Covid, il s'articulait déjà autour de trois axes qui avaient été validés, qui étaient dans le plan, dans la lignée du plan 2017. En petite introduction, je pourrais aussi vous dire que début 2020, il y a eu une opération sur le capital chez nous. Et donc, la stratégie du groupe qui avait été mise en place a été validée par les nouveaux investisseurs. Et on a trois volets. On a vraiment le déploiement des services à l'international, le développement du marché AEM, notamment à l'export, et donc la consolidation de notre présence sur les marchés historiques en civil. Donc là, on voit bien qu'il y a une vraie coloration internationale dans notre plan. Et l'international, pour nous, reste vraiment une réserve de croissance très importante. Et c'est l'axe numéro 1 de notre plan, finalement. C'est poursuivre le développement des services à l'international et se positionner à chaque nouvelle implantation comme un acteur de référence qui sera reconnu pour sa fiabilité, pour la qualité de ses services. Et puis derrière, capitaliser le réseau finalement pour générer de la vente également de navires, puisqu'on sait bien que chez nous, la complémentarité des deux activités, qu'elles soient construction et réparation, est vraiment très, très importante. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des axes forts de notre plan, c'est de créer chaque année au moins une implantation à l'étranger. Nos critères d'implantation, c'est le potentiel commercial de la zone, c'est le partenaire local qu'on va trouver, l'environnement favorable, les infrastructures disponibles. C'est dans ce contexte-là qu'on a créé donc Pierre-Loup Côte d'Ivoire récemment, Pierre-Loup à La Réunion également il y a 2 ans. Donc voilà, on a vraiment une grosse partie BizDev qui travaille sur tous ces sujets et qui étudie toutes les opportunités de futures implantations. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre plan, de notre stratégie. Deuxième axe, c'est l'action de l'État en mer. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les navires de défense ont pris une part importante chez nous, notamment avec l'alliance avec Naval Group via Kership, on en parlera tout à l'heure. Et le fait d'avoir concrétisé des commandes en France nous a permis de mettre le pied à l'étrier et d'être un acteur reconnu qui nous permet aujourd'hui de nous développer à l'export via des contrats avec l'Argentine, avec la Belgique et puis avec le Sénégal bientôt. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est consolider notre présence sur les marchés historiques. Donc voilà, que ce soit la pêche, le remorquage, l'offshore éolien et l'offshore oil and gas quand le marché oil and gas va reprendre. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, Frédéric, sur quels impacts, côté construction à court terme, il n'y a pas réellement de modification de la stratégie de Pierre-Loup. Si on regarde 2020, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, on a un carnet de commandes engrangé avant le Covid-19 qui donnait une excellente visibilité en construction par le biais de notre contrat justement avec la guerre des mines belges et les OPV argentins. C'est vrai que les sites ont fermé, que ce soit en France ou au Vietnam, quelques semaines pendant la crise, mais on a bien un objectif de rattraper le retard pour 2020 et arriver à un niveau d'avancement finalement qui sera assez proche de celui qu'on avait imaginé avant le Covid. Donc côté France, les voyants sont plutôt ouverts. Côté Asie, par contre, on avait pas mal de commandes qui étaient en attente de concrétisation, que ce soit dans le remorquage éolien ou la pêche. Et là, on voit bien que le Covid-19 est venu retarder un certain nombre de décisions. Et dans ce contexte de crise, c'est clair qu'on ne va pas retrouver la charge imaginée en 2020 et qu'il faut s'activer sur le plan commercial. Donc ça, la première mesure à court terme, c'est vraiment aller chasser nos clients pour essayer dès la rentrée, engranger des commandes, parce que là, il y a une vraie urgence en Asie. Côté service, la fermeture en France, le contexte difficile au Nigeria, la crise Covid au Nigeria associée aussi au cours du baril, tout ça fait qu'effectivement, on est plus affaibli dans le domaine des services à court terme. Et nous avons en fait
fait le choix pour le moment de suspendre nos projets en cours de business développement et d'attendre un petit peu, d'avoir plus de visibilité avant de relancer les investissements dans ce domaine, mais ça ne remet pas en cause notre stratégie dans ce domaine. C'est juste qu'on veut y voir un peu plus clair. On a lancé un plan d'économie. Alors tout à l'heure, j'entendais dire qu'effectivement, par le biais du Covid, l'absence de déplacement génère des économies. Chez nous, c'est vrai aussi. Ce n'est pas les chiffres qui étaient indiqués, mais c'est quand même significatif. Et c'est clair qu'on a aussi, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de réunions de déplacement qui peut-être à l'avenir seront gérées un petit peu différemment suite au Covid. Ça, c'est une évidence. On va un petit peu réorganiser notre pôle service également à partir de septembre 2020 afin de dégager des synergies sur Concarneau. Voilà, ça, c'est des décisions à court terme. Mais pour résumer, une croissance qui va démarrer sans doute plus lentement que prévu dans notre plan, mais les ambitions restent globalement intactes. Et donc, il n'y a pas d'inflexion majeure par rapport à la stratégie du groupe. Voilà ce que je peux dire à court terme. Okay. Et donc, sinon, à moyen terme, est-ce que vous estimez, même si c'est peut-être un peu tôt, mais j'ai quand même envie de vous poser la question, est-ce qu'il peut y avoir demain tout simplement des opportunités, soit d'un point de vue fournisseur, d'internalisation de certains fournisseurs clés, mais aussi peut-être de croissance externe, des rachats de concurrents, de niches, parce que tout simplement, certains auront les reins moins solides que d'autres pour passer cette vague ou cette même deuxième vague. Est-ce que c'est aujourd'hui déjà des réflexions que vous avez ou en termes d'opportunités? Mais là, on est évidemment plus sur un horizon moyen terme. Oui, tout à fait. Écoutez, aujourd'hui, c'est difficile de répondre précisément à votre question. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est des fournisseurs, en discutant avec nos fournisseurs stratégiques, puisque dans le cadre du rattrapage de notre retard, notamment sur la partie industrie dont je vous parlais tout à l'heure, on a discuté beaucoup avec eux pour qu'effectivement ils nous accompagnent et ils jouent le jeu pour qu'on puisse rattraper les retards. On n'a pas à ce jour identifié de difficultés majeures, en tout cas de fournisseurs en péril. Et globalement, dans la stratégie du groupe Piriou, ça ne fait pas partie de notre stratégie d'intégrer des fournisseurs. Donc, a priori, j'ai envie de dire qu'on n'a pas réfléchi au sujet aujourd'hui. Maintenant, demain, si des opportunités devaient se manifester ou si pour conserver une position, il fallait éventuellement rentrer au capital d'un fournisseur, c'est pas quelque chose qu'on exclut nativement, mais en tout cas, ça fait pas partie du plan initial. Mais effectivement, le Covid a bouleversé tellement de choses qu'on ferme la porte à rien sur des sujets comme cela. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réflexion précise sur ce thème, même si on regardera tout ce qui peut arriver dans les mois à venir. Pour ce qui est des perspectives de croissance, de croissance externe, je suis passé un peu vite tout à l'heure sur notre objectif d'implantation annuel, mais globalement, les études qu'on a fait d'implantation, elles portent principalement sur l'Afrique dans notre plan. Voilà, maintenant, effectivement, nous pourrions regarder de plus près, étudier des opportunités de rachat de sites hors Afrique et pourquoi pas en Europe si elles se présentaient. C'est quelque chose, en tout cas, on est prêt à regarder, c'est une évidence. On s'est préparé, pardon. On a mis ce qu'il fallait en place en termes de financement, notamment par le prêt à tout, le prêt PGE, etc. Aujourd'hui, on est prêt à rebondir et à réagir rapidement s'il y a des opportunités qui se saisissent. En tout cas, à les étudier, ça c'est une évidence. Mais là encore, j'ai pas d'exemple précis à vous donner. Et puis même si j'en avais, je suis pas sûr que je vous les donnerai de toute façon. Exactement. Mais j'avais envie quand même de vous poser la question. Sinon, vous avez évidemment parlé tout à l'heure de la co-entreprise que vous avez donc structurée avec Naval Group qui s'appelle Careship et qui représente un axe majeur de votre stratégie aujourd'hui à l'international pour une unité comme la vôtre. Qu'est-ce que vous pouvez évidemment nous en dire par rapport à l'idée que vous en aviez au départ de votre stratégie, ce qu'elle vous a apporté, et puis et parce que c'est vrai qu'on oppose souvent les ETI aux grands groupes, et là, moi, je trouve que c'est un exemple très intéressant finalement d'un partenariat, même si évidemment l'un est beaucoup plus gros que l'autre, mais l'un et l'autre ont besoin de l'autre, et on l'a pu le voir, vous avez cité les marchés en Argentine, en Belgique, au Sénégal. Oui. Écoutez, voilà, c'est clairement une idée brillante de Pascal Piriou à l'époque, qui effectivement a été à l'origine de cette alliance, ce projet. Au moment où on lance ce projet s'inscrit très clairement dans la stratégie que Pascal
voulait mettre en avant, c'était de permettre à Piriou de rentrer dans l'action de l'État en mer par la porte France, avant d'envisager des commandes export en s'appuyant sur le succès de ces constructions françaises. Donc là, clairement, l'idée de se rapprocher de Naval Group, c'est de faire jouer la complémentarité en fait des deux associés, avec d'un côté, vous l'avez dit, Naval Group qui est un mastodonte des marchés du naval de défense. À l'époque, en 2013, on parle d'un leader mondial du naval avec 3 milliards de chiffre d'affaires, 13 000 salariés. Effectivement, nous, à l'époque, avec nos 100 millions de chiffre d'affaires et nos 600 ou 700 salariés, on ne joue pas dans la même catégorie, mais en même temps, ça a permis justement d'apporter via Piriou une expérience dans les navires au standard civil, ce que recherchait Naval Group et ce qui permettait de proposer des offres attractives sur un marché en croissance, des navires faiblement armés, puisque c'est bien de ça dont on parle, de navires faiblement armés réalisés selon des standards civils, puisque Kership s'est vu attribuer la construction et la vente de navires dédiés à l'action de l'État en mer d'une longueur inférieure à 95 mètres, faiblement armés, que ce soit sur les marchés français mais internationaux. Donc Kership est doté d'une structure aujourd'hui destinée à préparer les offres, à piloter la réalisation des contrats, à assurer la maîtrise d'œuvres industrielles. Piriou Naval Group conserve leurs moyens industriels, logistiques, d'ingénierie sur lesquels Kership peut ainsi s'appuyer. Donc c'est vraiment une alliance pleine de raisons et qui a permis de mettre en œuvre une gamme de produits complète, des patrouilleurs, des navires multimissions, des barges, des bâtiments de formation maritime, des navires hydrographiques, océanographiques, d'engranger 2 succès majeurs assez rapidement. Une première commande stratégique en 2013, les B2M, qui sont des navires de 65 mètres destinés à être déployés dans les dom-toms, qui font de la surveillance, du remorquage, de la lutte anti-pollution, de l'aide humanitaire, du sauvetage en mer, où effectivement c'était 3 navires, plus un en tranche conditionnelle Alors c'était en 2013, donc à l'époque on n'avait pas encore créé Kership, mais c'était une offre conjointe de DCNS à l'époque, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, avec Piriou. Et ensuite le contrat, une fois obtenu, a été transféré à Kership avec l'accord de l'État, bien évidemment. Donc Piriou avait en charge la réalisation des navires, études de conception, construction, et puis Naval Group s'occupait des études à caractère militaire, fourniture des systèmes de com embarqués, etc. Donc voilà, donc ça a été le premier succès. Derrière, il y a eu une confirmation avec les BSH, qui sont des navires un peu du même type, de 70 mètres, des multimissions un peu plus polyvalents. Voilà, et donc ces références, finalement, ont prouvé la capacité qu'on avait à proposer aux clients des navires répondant à leurs besoins. Et ça a été le socle nécessaire à la prise de commande à l'export, donc que ce soit l'Argentine, la guerre des mines, et puis on espère bientôt le Sénégal qui est signé et dont l'attente de mise en vigueur est proche. Au-delà de ce partenaire industriel, et évidemment ça fait le lien avec la suite de notre webinaire, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi. Naval Group avait évidemment un savoir-faire peut-être en termes d'ingénierie financière qui vous a permis aussi d'accélérer à l'international, que ce soit pour les dossiers sur lesquels Kership se positionnait, mais également sur les dossiers où Piriou était seul. Donc, est-ce que pour vous, justement, ce levier du financement au service de la stratégie internationale, comment vous l'avez justement incarné, et puis peut-être par quelles illustrations finalement cette co-entreprise industrielle, elle vous a aussi permis de franchir un cap sur la partie peut-être ingénierie financière? Écoutez, bien sûr, on regarde ce que fait Naval Group, puisqu'ils ont des moyens que nous n'avons pas, c'est clair. Nous, on a créé un département trésor et financement il y a à peine 2-3 ans avec une personne. Donc, vous imaginez bien que par rapport à ce que fait Naval Group, c'est pas comparable. Évidemment, nous sommes très attentifs aux problématiques export. Pour nous, il y a 2 niveaux. Il y a vraiment la gestion du risque en fonction du client. Tout à l'heure, si je prends l'exemple de la marine sénégalaise, vendre à la marine sénégalaise, clairement, ça nécessite une gestion du risque qui n'est pas la même que vendre à la marine française ou belge. Donc là, il a fallu se doter d'outils pour gérer ce risque accru. Donc on avait déjà conscience de tous ces problèmes, mais effectivement, il y a une accélération avec les contrats qui sont tombés. Pour ce qui est du levier du financement à l'international, évidemment, c'est également un élément clé de notre stratégie internationale. Et là encore, l'exemple du contrat des OPV sénégalais dont je peux vous parler est une bonne illustration. Si on regarde la partie, pour revenir à la gestion du risque avant de parler du financement, pour nous, une des problématiques les plus importantes à l'export, mais c'est la palissade, c'est d'être payé à chaque acompte et
Et évidemment, pour ça, il faut faire le nécessaire, il faut mettre en œuvre des outils. Donc, voilà, typiquement, si je peux prendre des exemples, la mise en place d'un crédit documentaire pour le BHO2M, qui était un navire fait pour la marine royale marocaine. Nous avons sécurisé les flux via un crédoc ouvert avec le LCL, justement, que nous pouvions même confirmer et escompter si nous voulions avoir une avance de trésor et une couverture du risque plus grande. Ça, c'est un exemple. On peut parfois demander une garantie bancaire pour sécuriser le dernier paiement. On peut souscrire une assurance via BPI France Assurance Export ou via un assureur privé pour se couvrir du risque d'interruption du contrat ou du risque d'appel abusif des cautions. Voilà, donc on reste évidemment attentif à toutes ces problématiques de sécurisation des paiements. Un petit exemple également, nous avons souscrit un pass export auprès de BPI Assurance Export qui nous permet de nous garantir au maximum sur nos opérations export. Donc je peux vous dire quelques mots parce que ça c'était une certaine fierté puisqu'en fin 2017, le ministère de l'économie et des finances nous a sollicité pour être société pilote du projet pass export qui a été signé début 2018. Donc le pass export, permet en fait via une relation, on va dire partenariale de confiance, de favoriser, d'accélérer la proposition aux clients de solutions de financement. Donc cela se traduit par un assouplissement et une plus grande flexibilité des demandes de garantie sur les financements export, et puis une accélération de leur traitement aussi. Donc voilà, on a obtenu ce pass début 2018 pour 4 ans, et dont le périmètre est chantier, Piriou et Kership. Donc l'avantage concrètement pour Piriou, c'est de bénéficier automatiquement du plafond de garantie sur les dossiers export, soit jusqu'à environ 85%, qui est, vous le savez, le maximum autorisé selon les règles de l'OCDE. Voilà, les dossiers sont présentés de façon simplifiée et surtout le groupe Piriou, il bénéficie d'une exposition positive auprès des décideurs institutionnels qui peut faciliter les prises de décision. Voilà. Alors, il y a des engagements qui sont pris par Piriou, mais typiquement, ce pass export, il a été utilisé dans le cadre du dossier des OPV sénégalais. La demande a été instruite auprès de BPI France Assurance Export, là, qui attend la mise en vigueur du contrat, on espère, dans les semaines qui viennent. Après, pour ce qui est des leviers du financement, c'est clair qu'aujourd'hui, les clients cherchent un package, un navire financement de plus en plus, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 15 ans. Et qu'il existe des solutions variées que nous sommes amenés à mettre en œuvre et à proposer à nos clients. Le crédit acheteur en est un parfait exemple. Et là encore, avec la Marine nationale sénégalaise, un contrat que nous avons signé fin d'année dernière, il s'agit de 3 patrouilleurs de 62 mètres qui sont également dédiés aux missions de surveillance et différentes missions liées à l'action de l'État en mer. Sur ce contrat, deux banques françaises nous suivent sur le crédit acheteur, donc ce qui permet de financer à 100% le contrat. 85% via ce crédit acheteur et puis 15% via un crédit financier. Voilà, en termes de chronologie, pendant la phase de négociation commerciale, la banque prêteuse nous a épaulés pour émettre la lettre de confort, pour émettre le term sheet qui indique les différentes caractéristiques de. Voilà. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant pour nous parce que l'avantage pour le client, évidemment, c'est d'avoir des taux d'intérêt moins élevés parce que vous n'êtes pas sans savoir que les taux en France sont meilleurs que ceux au Sénégal. Ça diversifie ses sources de financement également. Et puis, il y a la garantie de l'État français qui sécurise le bon déroulement du crédit. Donc, ça, c'est évident pour le client, c'est tout bénef. Et côté Piriou, en plus de l'assurance d'être payé, c'est un argument de vente qui compte et qui a permis d'être en position clairement favorable pour l'obtention du marché. Voilà, donc, si je voulais conclure sur ce thème, et pour finir, l'accompagnement de nos offres commerciales à l'export par des solutions de financement devient aussi systématique que vital finalement. Nous sommes d'ailleurs, comme je l'ai dit, dotés maintenant d'un département trésor et financement qui travaille avec nos commerciaux en étroite collaboration avec vous, avec nos partenaires financiers. Vous êtes évidemment au cœur du dispositif. Vous avez toute votre place parce qu'il faut une expertise qui est reconnue dans ce domaine qui est très technique, qui est complexe. Et puis voilà, on compte sur vous pour nous accompagner dans nos projets, car nous avons encore, je pense, beaucoup de sujets à explorer sur ces thématiques. Et nous avons donc besoin de vous, quoi. C'est une évidence. Ok, merci Monsieur Souron. Ça va évidemment faire le lien avec la dernière partie de ce webinaire, où je sais pas, François, tu vas donc évidemment m'épauler juste pour passer donc au prochain slide, puisque oui, comme on vient de le. Merci pour cette transition, Monsieur Souron, puisqu'en fait on va aborder avec Frédéric maintenant les stratégies de financement des opérations de croissance à l'international. Donc bravo pour votre transition.
Oui, donc comme on vient de voir, voilà, le financement, c'est un levier désormais stratégique, et c'est vrai que la crise sanitaire a remis un coup de projecteur, hein, et j'ai appelé ça donc sur donc si voilà le slide, le retour un peu à la gestion des risques fondamentaux. Alors c'est vrai que pour juste voilà démarrer cette intervention, c'est vrai que ça me fait penser à une citation, hein, que j'ai actualisée par mes soins, puisque j'avais assisté à une réunion qui était présidée par Frédéric Sanchez, qui est donc toujours le président du directoire du groupe FIV et du MEDEF international. Et c'est vrai qu'il avait insisté pour aller à l'international en disant qu'il fallait au départ évidemment des bons produits, hein, parce que le Made in France n'était peut-être pas aussi reconnu que peut-être le Made in Germany il y a quelques années. Il y a 10 ans, il fallait aussi de bons commerciaux et puis plus récemment de bons juristes, d'experts en conformité. Et j'ai envie d'ajouter évidemment aujourd'hui, par rapport aussi à la crise sanitaire, voilà, la bonne proposition ou la bonne solution financière, hein, que ce soit pour sécuriser et gérer certains risques, mais aussi pour aller gagner des marchés à l'export. Et quand on parle de risques, il y en a quand même de différentes formes, hein. C'est évidemment des risques politiques. On a parlé évidemment du risque d'impayé, hein, avec M. Souron, du risque de change, du risque de fraude, hein, qu'on a pu voir aussi dans l'actualité, puisque certains hôpitaux ou certaines régions qui avaient commandé des masques n'ont pas été forcément livrés. Et c'est vrai que dans ce contexte, la boîte à outils pour représenter les différentes solutions de financement, qu'elles soient publiques ou privées, c'est vraiment, et leur connaissance et leur bonne utilisation, ça devient un vrai levier stratégique, hein, de notre point de vue, en tout cas banquier. Et c'est pas uniquement pour prêcher pour notre paroisse, mais c'est aussi, c'est ce que nous disent nos clients, parce que ils nous posent des questions, ils attendent évidemment des solutions de notre part, que ce soit donc pour optimiser le BFR, hein. Aujourd'hui, le cash évidemment est une donnée vitale, pour sécuriser des marchés, et on vient d'en parler au Sénégal avec Piriou, des investissements, parce il y a aussi des sujets d'investissement industriel sur des bases industrielles, que ce soit du greenfield ou du brownfield, et puis aussi pour être crédible vis-à-vis de certains partenaires locaux, parce que lorsqu'on est implanté, lorsqu'on veut exister ou vendre, hein, dans certains pays, la crédibilisation peut être aussi importante que le bon produit. Voilà. Et donc, ce que j'ai voulu faire après, c'est illustrer voilà, ces constats, hein, à la fois avec des cas d'importateurs que nous avons eu à traiter ces derniers mois ou ces dernières semaines chez LCL, mais aussi avec des cas, excusez-moi, d'exportateurs et d'investisseurs. Parce que c'est vrai que quand on parle stratégie, il y a autant des sujets stratégiques pour les importateurs que pour les exportateurs. Et donc, j'ai pris 3 exemples, hein, qui rejoignent à chaque fois un même objectif, qui est de sécuriser du sourcing. Et aujourd'hui, et clairement par rapport à des chaînes qui peuvent être perturbées, c'est extrêmement important. Et puis évidemment, qui visent à protéger le cash et optimiser le BFR. Donc 3 exemples. L'un, c'est un acteur des cosmétiques. L'autre, c'est un acteur qui est une compagnie aérienne. Et enfin, le dernier, un acteur de la filière des énergies renouvelables, et notamment dans l'éolien. Alors, je veux pas non plus lire ou détailler tous ces exemples, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que aujourd'hui, ce que recherchent aussi les parties prenantes, hein, dans un contrat, notamment à l'import, c'est un tiers de confiance. Alors, si on peut revenir sur peut-être le slide quand même à l'import, parce que c'est peut-être que tout le monde n'a pas eu le temps de lire les différents exemples. Alors, je ne sais pas si François, tu peux m'aider à revenir sur le slide précédent. Sinon, je vais le faire à l'oral. Voilà. Donc, donc sur le cas d'importateur, ce qui était intéressant, c'était le premier, cosmétique. C'est quelqu'un qui travaille depuis très nombreuses années avec ce même fournisseur en Chine, de manière historique. Il y avait une relation de confiance. Et c'est le fournisseur chinois qui clairement a fait la démarche, hein, en disant, moi aujourd'hui, je veux des garanties supplémentaires pour être réglé, et notamment pour des commandes de fin d'année. Fin d'année, c'est extrêmement lointain. Je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici fin de l'année. Et donc, on s'est assez rapidement orienté sur un schéma de crédit documentaire, donc import, et donc avec un engagement donc de règlement de la part d'LCL vis-à-vis de la banque
du fournisseur chinois, ce qui permettait au passage au fournisseur chinois d'aller tout simplement escompter ce crédit documentaire reçu auprès de sa banque pour aussi être réglé. Et donc, ça lui permettait ainsi d'avoir aussi une solution de règlement rapide. Si on regarde le deuxième exemple, on a parlé tout à l'heure quand même de la perturbation de la crise sanitaire sur les cours du pétrole. C'est quand même des perturbations qui ont été majeures, même si les cours remontent un peu ces dernières semaines. Et on avait évidemment le cas là d'une compagnie aérienne qui traditionnellement traitait des sujets de couverture pour ses contrats d'achat de kérosène. Sauf que ces contrats prévoyaient évidemment de provisionner des liquidités importantes. Et compte tenu quand même de son souci de sécuriser son cash, une négociation a pu être menée. Et le broker qui, au départ, fonctionnait de manière standard avec des provisionnements de liquidités, a accepté, en échange de ce provisionnement, une garantie bancaire fournie par un établissement bancaire LCL. Parce que ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que la crise, en tout cas sanitaire et désormais économique qu'on est en train de vivre, elle est différente de la crise de 2008, qui était une crise où justement les acteurs économiques n'avaient plus ou pas confiance dans les acteurs bancaires. Aujourd'hui, c'est vrai que les banques se doivent de jouer ce rôle qu'elles ont déjà joué avec le PGE, mais qu'elles doivent évidemment continuer de jouer pour accompagner la stratégie qui passe notamment par des stratégies justement d'optimisation de BFR de nos clients. Et enfin, pour le dernier exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans les sujets d'énergie renouvelable, on est à la fois sur des sujets courts et des sujets longs. Un sujet court, puisqu'il faut acheter le matériel rapidement, se le faire livrer, et un sujet long parce que le temps d'installer le matériel, éventuellement de purger certains recours et derrière de démarrer le contrat d'achat d'électricité avec EDF, ça peut prendre jusqu'à même des fois 3 ans. Aujourd'hui, cependant, on sait que ces sujets-là, les fournisseurs sont tous en Chine. Et aujourd'hui, ces fournisseurs-là, ils vont être réglés rapidement, voire immédiatement, alors qu'évidemment, nos clients, ils n'auront pas des revenus sur leur projet d'énergie renouvelable tout de suite. Et donc, assez rapidement, là aussi, on s'est orienté vers un schéma, parce qu'on avait sinon, on allait partir dans un schéma de règlement contractuel extrêmement lourd, d'un crédit documentaire, import, et la clause du pass permet en fait un financement, c'est-à-dire permet tout simplement aux fournisseurs chinois d'être réglés immédiatement, et en même temps, notre client, lui, a pu être débité à échéance, va être débité d'ailleurs à échéance, et le coût du financement a fait d'ailleurs l'objet d'une négociation. Et finalement, les frais ont été supportés par notre client. Voilà. Et donc, ça a permis, en tout cas, cette solution de pouvoir être réglé rapidement, mais surtout d'être livré rapidement, parce qu'évidemment, le fournisseur chinois disait, moi, si je n'ai pas une garantie d'être réglé rapidement, je ne livre pas. Et le projet pouvait clairement tomber à l'eau pour notre client. Donc, c'était évidemment un sujet stratégique sur son projet éolien. Si je passe maintenant au volet des exportateurs et des investisseurs, parce que les sujets stratégiques, ils sont à la fois évidemment aussi côté exportateur, mais aussi pour nos clients qui ont aussi une casquette investisseur lorsqu'ils vont soit s'implanter ou couvrir de nouvelles zones à l'international. Donc, je ne sais pas si François, tu veux bien passer au slide et au dernier slide d'ailleurs de ma présentation. Voilà. Et c'est vrai que l'objectif, quand on est souvent l'exportateur, il faut aussi financer les coûts de fabrication parce que notamment sur des biens d'équipement, et Piriou évidemment pourrait aussi nous en parler, les coûts sont évidemment se matérialisent au départ du projet, et par contre les règlements, même si on peut négocier des acomptes, interviennent souvent à la fin du projet. Et donc le fait de pouvoir financer ces coûts de fabrication, de proposer au passage un financement à son client ou son partenaire investisseur, ça devient quelque chose d'encore plus essentiel et stratégique qu'hier. Excusez-moi. Et donc, à travers 3 exemples, j'ai voulu illustrer cela, qui étaient soit, on est à chaque fois évidemment sur alors sur les 2 premiers exemples, sur des cas d'exportateurs de biens d'équipement, où on a pu, dans un premier cas de crédit documentaire, intégrer tout simplement un financement dans le champ du crédit documentaire export. Et donc, ce qui a permis tout simplement à l'acheteur de notre client de pouvoir être réglé sur une durée assez longue et à l'abri en plus d'un engagement évidemment
de règlement de la part de la banque. Et donc la combinaison à la fois de la sécurisation du crédit documentaire et d'un financement, donc ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant lorsqu'évidemment on peut faire un crédit documentaire sur une durée assez longue. Donc là on était sur des pays plutôt de zone OCDE. Si on parle sur le deuxième exemple, alors c'est intéressant parce que en plus ce client de bien équipement était un peu en difficulté, il faut le dire, et n'était pas forcément au départ en plus éligible au PGE. Et donc il avait pourtant gagné un très beau marché, sauf que ce marché n'avait pas d'acompte. Et c'est souvent le cas avec des grands donneurs d'ordre privés ou publics. Là on était sur un grand donneur d'ordre public. Et donc, c'était quand même un peu dommage parce que ça lui permettait justement de pouvoir maintenir son outil industriel, sa compétence et évidemment de faire rentrer du cash. Et donc, on s'est orienté, et là, avec évidemment l'appui aussi des équipes BPI, vers un préfinancement export, hein, ce qui permet évidemment, avec la couverture BPI, de proposer un financement avec un risque partagé hein, entre l'État français et la banque. Et en plus, derrière, on pouvait disposer par contre d'un règlement sécurisé via une lettre de crédit export confirmée. Et sur un autre cas de figure, on a pu avoir une autre forme de couverture du risque d'impayé par une police d'assurance crédit. Donc là également, le préfinancement, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose qui est là aussi fait partie de la panoplie du soutien public à l'export de BPI et qui doit être regardé avec un œil un nouvel œil en tout cas à l'aune de la crise sanitaire. Et enfin, le dernier exemple, c'est intéressant, et là on n'est plus sur des sujets d'investisseurs ou d'acquisition, c'est que évidemment on a souvent des clauses d'earn-out, donc des clauses de complément de prix à régler dans le cadre d'acquisition où il faut régler un prix au départ et puis en fonction soit d'un respect de business plan ou de la réalisation d'un projet, un complément de prix. On peut comprendre que dans le contexte actuel, nos clients souhaitent évidemment préserver un maximum de cash et pouvoir sortir en tout cas soit le plus tard possible, mais en tout cas minimiser ces sorties de cash. Et donc dans ces deux cas de recherche de minimisation de sortie de cash, on a pu tout simplement proposer des solutions qui passent tout simplement par des lettres de garantie internationale, donc des SBLC ou des equity bonds, pour tout simplement déjà rassurer évidemment le vendeur ou le co-investisseur sur le fait que soit notre client allait bien régler à échéance ce complément de prix, soit de toute façon, LCS se substituerait à première demande à son client pour régler soit ce vendeur donc, qui était un fonds d'investissement dans un premier cas, soit les co-investisseurs dans le cadre d'un projet d'énergie renouvelable pour garantir justement un apport en fonds propres. Donc, on voit bien qu'il y a des solutions qui existent. Évidemment, chaque cas est un cas, entre guillemets, particulier. Mais voilà, ce que je voudrais par là résumer, c'est que à travers ces cas concrets, c'est que les solutions les différentes solutions de financement, et évidemment, je n'ai pris que quelques exemples, je ne pouvais pas citer toutes les solutions possibles. Hein, on a parlé tout à l'heure de crédit acheteur, de crédit fournisseur, mais c'est vraiment d'avoir ce réflexe de boîte à outils. Et nous, évidemment, partenaires bancaires, mais aussi assureurs crédit et aussi évidemment BPI, on est là pour dialoguer avec nos clients pour trouver évidemment la solution la plus adéquate en fonction évidemment du bien, du produit, du pays et puis des risques associés. Voilà, donc c'était un peu le mot de conclusion. Il faut penser solution de financement comme une solution aujourd'hui au service de la stratégie. Merci Frédéric. Alors l'heure tourne et on a une heure de prévu, donc il reste encore une minute. Je vais pouvoir prendre une question, et une question qui vient d'un dirigeant, j'imagine, qui est adressée à M. Souron, puisque M. Souron, vous nous avez dit que vous aviez potentiellement étudié des rachats de sites, donc de la croissance externe potentielle pour votre stratégie d'implantation, sans dévoiler bien sûr plus que ça. Mais la question est la suivante, quels sont les critères que vous allez privilégier dans votre stratégie de choix de cible potentielle dans les années à venir? Écoutez, globalement, quand on décide de s'implanter sur un site, on veille à ce qu'un certain nombre de critères soient remplis. Pardon, j'ai pas mis ma caméra. Voilà, on veille à ce qu'un certain nombre de critères soient remplis. Il y en a trois principaux, en tout cas trois incontournables. C'est le potentiel commercial de la zone. Donc effectivement,
On y va pour faire des choses qu'on sait faire et idéalement avec des clients qu'on connaît déjà à travers notre réseau. Ça, c'est un critère. Le deuxième, c'est trouver un partenaire de confiance localement, parce que parfois, quand on doit les implanter dans des pays difficiles, il est évident que sur place, on a besoin d'un appui, sinon ça peut être compliqué. Et le troisième volet incontournable, pardon. Et le troisième volet incontournable, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'environnement favorable, à savoir la main-d'œuvre locale, le réseau de sous-traitants, de fournisseurs, etc. Et globalement, chez Piriou, il faut qu'il y ait au moins deux de ces trois critères qui soient remplis pour pouvoir lancer le go, j'ai envie de dire. C'est ce qui s'est passé quand on a créé le Nigeria, le Vietnam. C'était avec des clients qu'on connaissait, un partenaire local fort. Donc voilà, dans un environnement un peu plus compliqué, mais au Nigeria également. Mais on y allait parce que voilà, il y avait 2 critères sur 3 qui étaient remplis et on a foncé. Merci, c'est très clair. Frédéric, je te laisse le mot de la fin pour la conclusion, puisque l'heure vient de s'écouler dans 1 minute. Et oui, c'est vrai que ça s'est passé très vite. Je voulais déjà remercier l'ensemble des intervenants pour leurs différentes interventions. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et puis, écoutez, voilà, sur la stratégie, à la fois évidemment les équipes d'Altios et puis voilà, les équipes d'LCL sont à votre écoute, à vos côtés pour réfléchir et trouver voilà des solutions à chaque fois qui se veulent personnaliser et locales à vos différentes problématiques de stratégie, qu'elles soient import ou export. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.